OK. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Mycelia Coexia. Donc aujourd'hui on a une thématique, sur ce webinaire qui est comment réussir son projet de GED collaborative en 5 étapes clés. Donc aujourd'hui, je vais être accompagnée de Vincent Guésy qui est chef de projet au sein de Coexia. Coexia qui est donc un partenaire intégrateur de Mycelia. La présentation va se dérouler de cette manière. Tout d'abord, je vais vous introduire et définir les concepts de GED classique et de GED collaborative. Ensuite, je basculerai sur un espace de démo qui est sur un espace de l'un de nos clients qui utilise Mycelia au quotidien, qui vous permettra de voir un petit peu l'ergonomie du produit et notamment de s'attarder un petit peu sur le planning et les tâches au sein des projets. Ensuite, je laisserai la main à Vincent qui présentera du coup les 5 étapes clés d'un projet de GED collaborative. Je rebasculerai moi sur une deuxième petite démo pour vous montrer comment on peut collaborer au sein de Mycelia autour d'un document. Ensuite, Vincent vous présentera donc les équipes projets entre les clients et les intégrateurs. Et pour finir, il y aura une toute dernière démo beaucoup plus centrée sur la GED, donc avec la partie décisionnelle, statistique et les tableaux de bord. Donc n'hésitez pas à nous interrompre ou si vous avez des questions, à les rédiger sur le chat, on y répondra avec plaisir. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la GED, c'est devenu un levier clé de transformation numérique pour les entreprises. Elle a de nombreux apports et de nombreux atouts aujourd'hui au sein des entreprises. Tout d'abord, elle permet de centraliser et d'organiser les documents. Donc ça veut dire qu'on peut centraliser les données, elles sont toutes stockées au sein d'un même endroit, donc en l'occurrence au sein d'un logiciel comme Mycelia. Et on peut également classifier et indexer les documents, donc grâce à des métadonnées. Des catégories ou des mots-clés qu'on pré-paramètre quand on installe le logiciel au sein de votre entreprise. Il y a également toute une partie accessibilité et collaboration. Donc on a un accès simplifié, c'est-à-dire que tous les participants, enfin toutes les personnes autorisées peuvent accéder aux documents à tout moment et de n'importe où. Donc effectivement, il y a en fonction des droits qui leur sont attribués. On peut également collaborer sur les documents. Donc ça veut dire que toutes les personnes peuvent travailler en simultané sur des documents et donc collaborer. Il y a également une partie fonction de versionning. Donc ça veut dire qu'il y a des versions de documents. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours le bon document au bon moment, ce qui permet d'éviter les erreurs. Et également tout ce qui est recherche rapide. Donc Mycelia, nous, on est basé sur un moteur de recherche qui est Elasticsearch et qui permet de faire des recherches de documents de manière très rapide sur de très gros volumes de documents, et ce qui permet de réduire le temps de recherche et de pouvoir faire des recherches en plein texte, par exemple, ou avec des mots approchants, ce qui permet de faciliter les recherches. Un point très important qui est évidemment la sécurité et le contrôle d'accès. Donc on a un contrôle des accès via la gestion des personnes. Donc on leur attribue des droits en fonction des paramétrages. Il y a même une option de cryptage au sein de Mycelia pour crypter certains documents. Et donc seules les personnes autorisées peuvent accéder aux documents. On a également tout ce qui est gain de productivité. Donc grâce à une GED, on perd moins de temps à chercher les documents puisque tout est centralisé au même endroit. Il y a une réduction des erreurs, évidemment, parce qu'il y a tout ce qui est automatisation des workflows et automatisation des processus, donc qui laisse moins de place à l'erreur humaine. Et la réduction des coûts. Donc on a moins de coûts d'impression des papiers, moins de problèmes de coûts d'archivage. Et Mycelia propose une offre qui est quand même très avantageuse et très peu coûteuse par rapport aux offres du marché. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie la GED classique à la GED collaborative? La GED classique, elle est plus centrée sur la gestion du document. Donc elle permet de capturer, stocker, classer et indexer les documents. Tandis que la GED collaborative, comme son nom l'indique, ça ajoute une dimension collaborative. Donc ça veut dire que tout le monde peut travailler en simultané sur des documents partagés. Donc, quelles sont les fonctionnalités supplémentaires, donc en l'occurrence de la GED collaborative Mycelia par rapport à une GED classique? C'est vraiment une offre tout en un qui permet de combiner la GED classique à la GED collaborative. Donc notamment les fonctionnalités supplémentaires, ça va être la gestion des tâches nominatives avec la gestion de l'agenda personnel et partagé par projet, puisque vous allez le voir sur la démo juste après. Mycelia, ça présente soit des espaces ou des clients, c'est en fonction de la terminologie que vous choisissez, et des projets. Donc les projets délimitent donc des sujets et surtout des personnes qui peuvent travailler sur ces projets-là.
On peut collaborer sur les documents, notamment avec l'intégration Microsoft Office et LibreOffice. On a des réunions qui sont en visioconférence avec des comptes rendus collaboratifs. Ça veut dire que si une personne ou plusieurs personnes travaillent sur une réunion, en fait, elles peuvent toutes rajouter des points sur des comptes rendus, en tout cas collaborer sur cette réunion. Et à la suite de ça, il y a un plan d'action automatisé qui est envoyé à toutes les personnes qui participent à cette réunion, donc ce qui permet d'avoir un suivi et des actions claires qui font suite à la réunion. On peut également donc paramétrer toutes les actions possibles par utilisateur et avoir un historique des événements. Donc s'il y a un problème sur un document, on peut voir les événements, par exemple de modification ou autre sur ce document, et ce qui permet potentiellement de retrouver la source du problème. Et l'ouverture des espaces aux personnes externes. Donc ça veut dire que si demain vous devez faire valider un document par un fournisseur ou signer un document par un fournisseur, il n'a pas besoin de créer un compte Mycelia, vous lui envoyez le document via un lien et il pourra directement travailler sur Mycelia. Hop, donc là, je vais juste passer sur la première démo, qui est donc sur l'espace Baucher. Donc l'espace Baucher, c'est donc le leader de la signalétique en France, Baucher. Donc là, ici, quand on arrive sur son écran d'accueil, on voit directement donc tous les clients avec qui il travaille, avec qui il a des projets. Donc il y a une typologie de clients qui est vraiment différente. Donc on a par exemple le PSG, le département de Loire-Atlantique, le CHU, le Grand Palais, Pinot Collection, etc. Donc là, si je rentre sur un client ou un espace, du coup, on voit qu'il y a des projets qui sont internes à cet espace ou à ce client. Donc là, en l'occurrence, c'est le jardin des plantes. Ça se présentera toujours de la même manière au sein de Mycelia. Vous allez avoir les actions sur la partie gauche de l'écran. Donc toutes les actions possibles. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas les réunions qui sont possibles, mais si je clique sur cette icône et que je clique sur échange et que je valide, ça ajoutera automatiquement les réunions au sein de ce projet. Donc là, vous allez avoir tous les documents, les dossiers, pardon, sur cette partie. Donc là, par exemple, vous avez la prévisualisation du document sur la partie de droite. Donc là, par exemple, des documents administratifs, mais on peut très bien également travailler sur des documents beaucoup plus techniques, par exemple avec une affiche. Donc c'est des documents qui sont assez lourds en général. Donc là, tous les dossiers, et là, lorsqu'on clique sur un dossier, sur la partie du milieu, vous avez donc tous les documents internes à ce dossier qui sont présentés. Et la partie droite, la prévisualisation du document. Donc là, vous avez des icônes qui permettent de faire des actions directement sur le document. Donc une observation, une annotation. Et si vous passez la souris sur un document, vous allez avoir pareil des icônes avec des actions qu'on fait de manière récurrente, c'est pour ça qu'on les a mis en avant, avec par exemple la visualisation, le téléchargement, validation d'un document, ou bien créer une tâche par exemple à partir de ce document, ou aussi bien voir l'historique de ce document. Donc pour la partie planning, ça se présente de cette manière. Donc là, je vais repasser sur 2023. Là, vous avez sur la partie de gauche les tâches qui sont affectées à des personnes au sein de ce projet. Vous voyez si elles sont en cours. On peut bien sûr les filtrer ici par statut, mais là, c'est celles qui sont en cours. Et leur degré de priorité qui est indiqué par les petites flèches. Et donc, vous avez une vue d'ensemble sur la durée de la tâche. Et donc, ça permet d'avoir un planning qui est assez clair, qui permet de bien voir du coup comment se déroulent les choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une synthèse des tâches. Quand vous avez une pluralité de projets de tâches et que vous voulez quelque chose de très synthétique, vous pouvez cliquer sur l'icône juste en haut. Et là, ça vous permet de voir les tâches qui sont en cours, qui sont répertoriées par projet. Donc là, celui du jardin des plantes, mais il y en a d'autres. Et qui vous permet de voir donc le nom de la tâche, son avancement, sa description, sa date de début, sa date de fin, à qui elle est attribuée, et si, par exemple, il y a des écarts, donc de jours, par exemple, là, il y a eu un écart de 25 jours entre la deadline qui était initialement prévue et la deadline qui est en train d'être faite. Donc voilà pour l'ergonomie de manière générale sur Mycelia. Donc je vais, juste repasser donc la main sur la présentation et je vais laisser la parole du coup à Vincent qui va vous présenter les étapes clés d'un projet. Ok. Du coup, par rapport aux 5 étapes clés qu'on a identifiées dans le cas pour la mise en place d'un projet collaboratif, c'est finalement les 5 étapes qu'on met en place quand on met en place des projets de GED, qu'elles soient collaboratives ou non. Et la première étape correspond au recueil des besoins. Donc c'est pour identifier les besoins et contraintes du client
qu'elle soit technique ou qu'elle soit fonctionnelle. C'est-à-dire que l'objectif de cette étape, c'est d'en sortir avec des spécifications techniques et des spécifications fonctionnelles, donc de recueillir tous les éléments auprès des utilisateurs finaux. La seconde étape est l'étape de paramétrage. Cette étape de paramétrage va permettre de développer, ajuster l'outil pour répondre aux différentes attentes de l'utilisateur. Typiquement, on peut avoir au moment de l'identification le besoin d'ouverture d'espace aux utilisateurs externes. Et du coup, au niveau du paramétrage, on fera les actions qui vont permettre d'avoir des espaces adaptés aux exigences qu'ils ont, soit en termes de type de document, soit en termes de visibilité ou de droit d'accès. La validation, c'est l'étape qui va permettre au client final de valider que ce qu'il a défini en étape d'identification a été correctement réalisé. Donc c'est ce qu'on appelle la recette. Donc elle est fonctionnelle et technique. Elle va permettre d'assurer que l'ensemble des éléments qui ont été demandés, que ce soit des règles de visibilité, des métadonnées, des types de documents, des workflows, des connexions avec le SI, que ce soit avec l'annuaire utilisateur, avec les suites Office, etc., que tout soit correctement réalisé et donc ils vont valider ça dans cette étape-là. Les deux étapes suivantes, qui sont l'adoption et la migration, sont deux étapes qui finalement existent tout au long du projet. L'adoption, c'est-à-dire l'accompagnement au changement, va permettre de s'assurer que le client, que toutes les équipes du client appréhendent correctement la solution, ont eu les bonnes informations et sauront comment l'utiliser. Donc dès la phase d'identification, il faut qu'on soit capable de leur donner de la visibilité sur les dates, sur les actions, sur leur rôle. Et donc ça, on le fait dès le début et sur toutes les étapes du projet pour les tenir informés de l'avancement des différentes actions. Et la migration, ça va être également dès le début du projet qu'il faudra qu'on identifie quelles sont les données à reprendre. Quand on parle de migration, on a différentes façons de le faire. Soit on reprend toutes les données, soit on reprend par lot, soit on en profite pour faire un peu de nettoyage, soit il y a des ajustements à faire par rapport aux métadonnées qui sont à ajuster entre l'ancien système et le nouveau système. Donc tout ça, ça va être dans l'étape de migration dès la phase d'identification. On va réaliser la migration avec les équipes de développement. Et la validation, qu'on retrouve en étape 3, va aussi s'appliquer à la migration pour valider que la migration a été réalisée dans les conditions qui étaient demandées au début. Donc voilà, c'est les 5 étapes qui sont identifiées, réalisées, validées, accompagnées et migrées. Alors, je vais juste vous montrer du coup une deuxième démo qui est sur un autre espace, qui est un espace interne de démo. Juste pour vous montrer du coup comment on peut collaborer sur un document sur Mycelia. Donc c'est vraiment très, très facile, vous allez voir, très intuitif. Donc là, par exemple, on bascule sur un autre espace. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'était marqué client pour l'espace Baucher. Nous, on a décidé de l'appeler l'espace, enfin des espaces, mais en fait, ça veut dire exactement la même chose. Et donc, au sein de ces espaces, il y a encore une fois donc des projets. Donc là, si je rentre par exemple donc sur 20 de marque, on est parti sur une démo de 20. Donc encore une fois, je vais avoir donc mes actions ici, mes dossiers, mes documents et ma prévisualisation du document sur la partie droite. Et là, par exemple, j'ai un document Word qui est sur un tuto vidéo d'une marque de vin. Donc, si je décide de demander une validation, par exemple, à un responsable en interne pour voir s'il y a des modifications, enfin avant validation, j'ai juste besoin de passer la souris sur le document. Et là, vous voyez, il y a une icône qui demande informer ou demander une action sur le document. Donc là, par exemple, je peux décider de dire à valider avant envoi au vidéaste, donc juste pour l'exemple. Et là, je vais demander cette action, par exemple, donc, à un responsable qui s'appelle Dominique. J'envoie ce message et de manière automatisée, il va recevoir une notification en temps réel qu'il a un document à valider. Et donc, de manière automatique, il va recevoir une notification. Il va pouvoir donc modifier le document en fonction, donc s'il y a des éléments à reprendre ou autre. Et une fois que lui aura fait donc cette modification ou cette validation, je vais recevoir à mon tour une nouvelle notification qui va me dire que du coup le document a bien été pris en charge par cette personne
et que du coup, il y a bien eu une action de fait sur ce document. Donc là, je ne sais pas si je vais la recevoir tout de suite. Donc voilà, là j'ai reçu ici ma petite notification qui m'indique que le fichier tuto présentation 20 a été mis à jour par Dominique. Et du coup, si je clique sur cette notification comme je viens de le faire, ça m'indique directement, enfin ça me ramène directement sur ce document. Et là, je vois que par exemple, juste pour l'exemple, il a mis en rouge introduction. Mais ça aurait très bien pu être des annotations, des observations, etc. Donc c'est vraiment très facile de pouvoir collaborer sur des documents au sein de Mycelia, au sein de projets. Hop, donc là, je repasse la main à Vincent pour la suite de la vidéo. Oui, donc on revient aux 5 étapes donc, qui ont permis d'arriver au résultat que vous a présenté Sophie. Dans ces 5 étapes, des acteurs différents vont intervenir. On a forcément le client et l'intégrateur, qui sont les deux parties prenantes principales du projet. Et on va retrouver au sein de ces deux équipes des sous-équipes. L'étape d'identification, elle est pilotée par les deux équipes projet, à la fois côté client et côté intégrateur. C'est un prérequis nécessaire à tout projet d'avoir une équipe projet de chaque côté. Et ensuite, c'est les équipes projet qui se chargent d'animer ou d'accompagner à la fois les représentants DSI et les représentants métiers dans chacune des phases. Là, dans la phase d'identification, les équipes projet vont recueillir le besoin auprès des équipes métiers, auprès des équipes DSI, pour en livrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les spécifications techniques et les spécifications fonctionnelles. L'étape suivante, on passe dans la phase de paramétrage. Donc là, c'est plutôt les développeurs, les consultants fonctionnels qui vont agir et qui vont mettre en œuvre leur savoir-faire pour réaliser la solution, la paramétrer. On ne l'a pas fait apparaître ici, mais forcément, les équipes projet sont présentes également pour suivre l'avancée et avoir de la visibilité sur les différentes tâches. En sortie de cette phase de paramétrage, on a une application qui est finalisée. On peut, selon les besoins ou les exigences du client, avoir un cahier de recettes, avoir des manuels utilisateurs, des manuels administrateurs. Ça va dépendre de l'exigence qu'ils ont définie dans la partie identification. Et une fois, on va partir du principe qu'on a un cahier de recettes, une fois que le cahier de recettes est mis à disposition, en fin d'étape de paramétrage, les référents métiers reviennent dans le dispositif et vont suivre ce cahier de recettes pour s'assurer que tout ce qui a été demandé est bon. Donc on retrouve ici les deux équipes projet qui vont piloter la partie recette et qui vont suivre les travaux des équipes métiers en définissant des scénarios de recettes, en définissant des jalons, une structuration de la recette. La partie change, comme je vous l'ai dit, elle tourne sur toute la durée du projet. Et donc, il y a une équipe change souvent qui est, c'est ce qu'on préconise, c'est d'avoir une équipe change côté client pour faire la communication, parce que eux connaissent leurs collègues, connaissent les habitudes de l'entreprise, connaissent les spécificités de la communication, ce que nous, en tant qu'intégrateurs, on ne peut que on connaît la théorie, on connaît comment ça s'applique dans notre entreprise, mais on n'a pas les règles pour communiquer avec le client. Donc il faut que cet élément soit pris par l'équipe change du client. Forcément, on est là pour accompagner, pour compléter leur documentation, pour fournir des éléments, mais c'est l'équipe change qui va gérer tout ça. Et l'intégrateur peut proposer un formateur pour former soit l'équipe projet, soit l'équipe user, soit l'ensemble des collaborateurs. Une alternative est de mettre en place un LMS qu'on peut faire aussi, Learning Management System, qui permet donc d'accompagner le client sur toute la phase du projet. Et pour la partie migration, on retrouve, comme pour la partie identification, les référents métiers et référents DSI qui vont permettre de définir leurs attentes en termes de migration. On aurait pu rajouter l'archiviste ici, ça dépend des cas, qui peut intervenir pour la partie destruction ou la partie purge des données avant reprise et l'équipe projet côté intégrateur et le développeur pour mettre en place la partie migration, ce qu'on retrouve dans l'étape paramétrage. Voilà, c'est les équipes qui gravitent autour du projet. On a mis les principales, il y en a quelques autres qui peuvent intervenir au cas par cas ou en fonction des clients. Et pour finir, je vais juste vous présenter du coup une partie démo qui est plus du coup centrée sur la GED, la partie décisionnelle,
grâce au tableau de bord notamment. Donc, ce qui est assez intéressant pour, par exemple, des profils du type chef de service, directeur, etc., ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe au sein de votre service. Donc là, on bascule sur un autre espace. Vous avez ici donc l'icône tableau de bord. Donc si je clique dessus, en fait, je vais avoir différentes analyses, différents tableaux de bord. Donc là, par exemple, évidemment, c'est du paramétrage, donc ce sera en fonction des demandes et des besoins en interne. Là, on est parti sur un espace démo assez simple, donc qui concerne pour le premier tableau de bord les connexions à la GED, donc par mois, donc ce qui permet de voir s'il y a eu des échecs de connexion, qui a travaillé en fait sur la GED, qui s'est connecté sur les 3 derniers mois. Ensuite, on a un suivi général de la GED, donc pareil sur les 3-4 derniers mois, avec par exemple s'il y a eu des doublons de documents, donc qui sont indiqués en violet. Si par exemple il y a eu beaucoup de téléchargements, de modifications, etc., ou des documents qui sont supérieurs à 100 K. Ensuite, on va avoir par exemple des suivis en termes de typologie de documents, s'il y a eu beaucoup de documents, de PDF, de vidéos par exemple pour des tutos ou autres. Et là, un suivi de la classification. Donc, par exemple, tout ce qui est documentation technique, qui concerne par exemple aussi les finances avec les demandes d'achat, collaboratif avec les échanges, etc. Donc, ça permet d'avoir une vue d'ensemble assez synthétique sur tout ce qui peut se passer en interne. Donc ça rentre dans les tableaux de bord d'analyse. Si je vais dans ceux qui sont dans les synthèses, c'est assez intéressant puisque là, on voit la statistique des documents. Donc voilà, on a ici une représentation de tous les documents en pourcentage. Là, encore une fois, par type. Mais ce qui est surtout très intéressant, ça va être par exemple par rapport au workflow. Donc, s'il y en a qui sont archivés, donc là, par exemple, 22,6%. S'il y en a qui sont en cours à faire ou autre, ça permet de voir s'il y a une action qui est importante à faire. Par exemple, si j'ai des workflows à traiter rapidement. Et ça permet de voir à peu près où est-ce qu'on en est, donc de manière très synthétique. Et l'état des workflows. Donc voilà, encore une fois, l'avis demandé, l'avis reçu, ceux qui ont été refusés, tous ceux qui sont terminés, archivés, validés ou autres. Donc ça, c'est très intéressant, c'est souvent demandé lorsque c'est un profil qui est plutôt voilà, directeur, chef de service ou autre. C'est assez bien d'avoir des tableaux de bord qui permettent d'avoir une vue opérationnelle et synthétique sur tout ce qui se passe en interne. Donc voilà pour la partie un petit peu plus jet classique, on va dire, que collaborative. Nous, on a à peu près fini donc ce webinaire. En tout cas, on a dit les principales choses qu'on souhaitait dire. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a pu dire ou s'il y a des éléments qui ont retenu votre attention. En tout cas, nous, on présentera un prochain webinaire en 2025 qui sera très certainement tourné vers le coût d'un projet GED et son retour sur investissement. Si ça vous intéresse, on vous enverra les invitations. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez besoin qu'on vous envoie un document ou d'une demande de démo bien plus personnalisée, c'est complètement possible. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura des questions. Je peux activer, si vous voulez, Céline, votre microphone. Là, vous pouvez poser une question oralement si vous souhaitez. J'ai activé la possibilité du microphone. L'icône est juste à côté de votre nom. Je ne sais pas comment on fait en tant que participant. Sinon, ça peut être à l'écrit la question, il n'y a aucun souci aussi. Non, je vous entends pas, effectivement. Je vous entends pas. Je vous ai activé la possibilité de parler via le microphone. Il faut juste cliquer sur l'icône du microphone. Et sinon, à l'écrit, oui, il n'y a aucun problème. Est-ce que là, vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Oui. D'accord, je suis désolée, j'ai mis un peu de temps à avoir le microphone. Ah, pas de problème. J'avais trois questions. La première question, est-ce que votre solution pour la modification des documents, est-ce que c'est une modification en ligne depuis l'outil ou est-ce qu'il faut télécharger le document, le modifier et le redéposer? Donc, c'est un mode en ligne ou hors ligne? C'est ma première question.
Les 2 sont possibles, en fait. Soit vous pouvez le faire directement en ligne, mais en fait, vu que, par exemple, pour des Word, si je demande une modification de document, ça va directement, ouvrir via Microsoft Office le document et du coup, ça va automatiquement également l'enregistrer donc D'accord, avec une gestion des versions ou pas du tout? oui, 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 tout à fait. Il y a un versionning également sur, la modification des documents. OK, merci beaucoup. La deuxième question, c'est alors je suis arrivée légèrement en retard. Pas de problème. Du coup, je ne sais pas, vous l'avez peut-être dit au début, est-ce qu'il y a la possibilité de gérer des droits d'accès dans votre solution? Oui, bien sûr, il y a toute une gestion des droits d'accès, donc il y a même une notion de cryptage sur les documents si vous souhaitez, pousser un petit peu plus loin la sécurité. Mais lors du paramétrage, de la solution, vous définissez les droits et les accès que vous souhaitez sur, chaque participant et du coup, ça autorise certaines actions ou non. Donc il y a des personnes qui vont pas du tout avoir accès à certains documents ou même à certains projets, et d'autres personnes qui auront au contraire, toutes les actions possibles et inimaginables sur la solution. Je ne sais pas si vous voulez que je vous remontre peut-être la solution. Alors, si vous l'avez déjà montré, je ne vais pas vous faire perdre de temps à me le remontrer. Non, il n'y a J'étais là aucun tout à souci. l'heure. C'est en fait, donc là, quand vous arrivez donc sur la page d'accueil, en fait, vous avez, donc moi là, je sais plus sur quoi je suis en profil pilote, donc j'ai quand même globalement beaucoup d'accès. En fait, en fonction de vos paramétrages, vous n'allez pas forcément avoir toutes ces actions-là, ou vous allez au contraire en avoir plus. Ça, c'est vraiment une question de paramétrage. Et de même, ici, il y a tout un panel d'actions qui est possible en fonction de vos paramétrages. Et ça se définit donc lors de la création de votre compte. Et après, au sein des projets, vous avez des profils également, donc seulement participants, où vous pouvez être également animateur, ce qui vous autorise plus de droits. OK. Et vous pouvez également inviter donc des personnes externes à Mycelia, qui vous permet, par exemple, je ne sais pas si vous avez besoin de valider un document avec une personne externe, style un fournisseur ou autre, vous pouvez juste envoyer un lien sur un document et il pourra le valider sans avoir besoin de créer tout un compte sur Mycelia. Donc, ce qui facilite quand même le travail avec des personnes qui sont externes mais qui travaillent pas au quotidien avec vous. Très bien, merci. Et la troisième de mes questions, mais là aussi j'ai peut-être loupé l'information, je ne vous ai pas entendu parler de métadonnées associées aux documents et de recherche transverse. Est-ce que c'est voulu ou ça fait peut-être l'objet de notre séminaire? Si. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu au début, mais j'ai pas fait en profondeur. En fait, donc évidemment, il y a des métadonnées bien sûr sur les documents. On est nous basé sur Elasticsearch, donc ce qui permet de faire de la recherche de documents en plein texte ou en recherche approchée. Donc si je vais peut-être pouvoir vous montrer aussi. Hop. On définit les différentes métadonnées à la première étape, où on va s'assurer que toutes les métadonnées qu'on va mettre en place vont couvrir les attentes des utilisateurs. Et après, avec ces métadonnées, on peut retrouver facilement les documents, comme le dit Sophie dans la recherche. D'accord, merci. De rien. C'est vrai qu'il y a tout un tas de filtres avec Elasticsearch qui permet de retrouver un document, même si on cherche par exemple une facture et qu'on tape fracture, on va pouvoir retrouver le document directement avec la recherche approchée et voir où Mycelia a trouvé le nom grâce à une petite cible qui permet d'indiquer où est-ce qu'il a retrouvé le mot au sein du document. D'accord, merci beaucoup. De rien. Hop. Je pense que c'était les principales questions. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres. En tout cas, Madame Barberon, si vous voulez plus d'informations ou une démo personnalisée, il n'y a aucun problème. C'est envisageable. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et si vous avez besoin de documentation ou autre, n'hésitez pas surtout. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bonne fin de journée.